Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de débrief des conférences de presse de Ansley Maitland-Niles et de Pierre Sage. Pierre Sage qui était évidemment très attendu après la défaite contre le Beşiktaş. Vous allez voir beaucoup de choses très intéressantes qui ont été abordées. Pour une fois, je trouve que les journalistes ont plutôt posé les questions qui nous intéressent. Avant cela, écoutez, je vous invite à aller liker ma vidéo. Vous allez dans l'onglet direct. Je ferai le commentaire live du match. Évidemment, vous pourrez échanger entre vous et avec moi, bien entendu, dans le chat. C'est Maitland-Niles qui s'est présenté pour représenter les joueurs. C'est la deuxième fois. Je pense qu'il est en conférence de presse cette saison. Alors bon, un petit peu comme la première fois. Maitland-Niles, c'est pas un mec qui a mangé un clown. Donc un ton très monotone. Un accent anglais à couper au couteau, mais bon, voilà, quelqu'un de très serein, de très sage, et qui, parmi un certain nombre de banalités, mais comme je le dis souvent, les joueurs peuvent pas vraiment faire autre chose que de dire des banalités. Mais il a apporté un élément qui, je pense, a été soulevé pour la première fois cette saison, puisque on lui demande qu'est-ce qui a évolué cette saison par rapport au tout début de saison où c'était difficile. Eh bien, il dit que l'alchimie à l'extérieur du match, dans le groupe, s'est améliorée. Contrairement à la saison passée, il a fait tous les stages d'intégration de l'été, etc., etc. Et donc, il estime que tout ça, ça nous a permis de développer le vivre ensemble. C'est ce que vous avez à l'écran. Et donc, il considère que tout ce qui s'est passé en termes d'intégration en dehors du terrain, se retrouve sur le terrain. Donc, écoutez, ça c'est quelque chose qui, je pense, avait été très peu abordé jusqu'à présent. On peut se dire qu'un Zaha qui est arrivé en toute dernière minute, lui, n'a pas fait ses stages d'intégration, ce qui peut expliquer qu'il ait du mal à rentrer dans le projet collectif. On l'a interrogé également sur la défaite face au Beşiktaş. Est-ce que ça l'a affecté l'équipe? Alors lui, pas du tout. C'est juste un accro. On va tout de suite avoir les yeux tournés vers la suite du championnat. Le match n'a pas tourné en notre faveur, ça c'est une certitude. On aurait dû concrétiser. Donc lui il trouve que c'est juste un accident, c'est aussi ma vision des choses. Au niveau du jeu plus global de l'équipe, il estime que par rapport au début de saison, on est concentré pendant tout le match, du début jusqu'à la fin, que chacun travaille à 100% pour l'équipe. Alors là aussi, il y a sans doute des bémols à apporter. Sur son jeu plus personnel, on lui demande toujours quasiment à chaque fois qu'il est interrogé, est-ce que vous préférez jouer défenseur, milieu de terrain, attaquant ou je ne sais trop quoi. Eh bien lui il dit que tout lui va, que justement Pierre Sage, bien qu'il soit latéral, l'autorise à prendre la profondeur si le jeu le permet, et donc que c'est quelque chose qui lui va très bien, qu'il est capable de faire. Donc d'ailleurs, lui qui jouait latéral face au Beşiktaş s'est retrouvé quand même en 1 contre 1 face au gardien. Bon, 1 contre 1 qu'il n'a pas bien géré. Mais c'est dire qu'effectivement, il a cette liberté. Alors après, il faut que les compensations se fassent. Ça, c'est un peu tout l'enjeu. Il a été interrogé sur Tessman. On lui a dit que c'était plutôt cool pour lui d'avoir un autre joueur qui parle anglais. Bon, faut savoir que tous les joueurs quasiment parlent anglais de nos jours. Donc Alex Lacazette a évolué en Angleterre, idem pour Benrahma. Enfin bon, bref. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre comme question, sur l'aspect anglais, si vous voulez. Mais donc il dit que écoutez, ça a été assez aisé pour lui de s'intégrer, que c'est un joueur qui est très intéressant, qui a fait un bon match, qu'il apporte des choses différentes. Qu'il a fait effectivement un très très bon match contre le Beşiktaş et qu'il apporte de nouvelles solutions au coach. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on a pu constater. C'est vrai, il a un profil qui à la fois se rapproche un petit peu de Matic, mais contrairement à Matic, Tessman n'hésite pas à tirer au but, ce que Matic ne fait absolument jamais. Moi, c'est vrai, j'ai trouvé que Tessman, j'avais des réserves par rapport à sa vitesse d'exécution et à sa projection. Vous allez voir que finalement,
Eh bien, Pierre Sage, qui en a parlé, va plutôt dans mon sens. Donc je ne raconte pas toujours n'importe quoi. Sur son intégration à la France, il dit que, bon, certes, son français reste encore embryonnaire, mais qu'en tout cas, tout ce qui concerne les aspects du foot, il comprend très bien. Donc tout ce qu'on se dit sur le terrain, les consignes du coach, etc., il les comprend. Donc ça, il n'a aucun problème avec ça. Il dit aussi que l'Angleterre ne lui manque pas et qu'il se sent à la maison ici, donc à Lyon, en France. Donc écoutez, Maitland Niles, qui est un peu le vieux sage de notre équipe, un type d'un calme olympien, mais c'est vrai qu'en conférence de presse, il faut un peu se retenir pour pas s'endormir. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. On va passer à Pierre Sage, qui évidemment était attendu après la défaite face au Beşiktaş. Alors le coach nous a dit que Ernest Nuama ne serait pas disponible pour le match face à Auxerre, tout comme Mamadou Diawara, qui lui est gêné au genou. Donc il ne peut pas être là demain. Il n'était d'ailleurs pas disponible pour le précédent match. Alors on est revenu évidemment sur la défaite face au Beşiktaş et lui, il considère qu'on a fait un match où on a mis les ingrédients qu'on voulait mettre. Oui, il y a un problème d'efficacité, mais bon, comment on travaille ça ? Par la confiance, c'est pas la peine de s'exciter, évidemment. Ça arrive des matchs de passer à côté, que dans tous les sports. Je pense que même un Federer a eu des matchs où il mettait 50% de première balle alors qu'il en met d'habitude 70 ou 80. Je pense qu'au basket, même les plus grands shooters comme Stephen Curry, ils ont fait des 1 sur 10 à 3 points. Donc il y a des soirs, ça rentre pas. Évidemment, lui, Pierre Sage, il ne se focalise pas sur un événement ponctuel, qu'il soit positif ou négatif. Par exemple, on fait un 4-0 au Havre, il va pas s'enflammer et dire ça y est, on est lancé, on va gagner le titre. Là, on a perdu à la maison, évidemment, c'est embêtant, mais il va pas dire c'est la fin du monde, c'est la catastrophe et tout ça. Lui, il regarde la progression de l'équipe sur une ligne temporelle, si on peut dire, et il voit que l'équipe, elle progresse, que globalement, ce qu'on a proposé dans les 3-4 derniers matchs, il y avait une constance, il y avait de la qualité. Évidemment, tout n'est pas parfait, c'est une évidence, mais il regarde plutôt ça, cette tendance, et il trouve, et pour le coup je suis totalement d'accord avec lui, que la tendance elle est très positive. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui l'inquiète, il considère vraiment que c'est un peu un accident, et on le sent beaucoup de détermination dans ce qu'il dit, il va falloir remettre l'église au milieu du village. Alors ça, c'est pas l'expression qu'il a employée face à Auxerre, c'est mon expression. Mais voilà, on sent que cette défaite quand même a un peu vexé tout le monde et que on veut vraiment se reprendre face à l'AJ Auxerre. Alors un journaliste a fait remarquer qu'il y avait eu apparemment quand même une baisse d'intensité après l'heure de jeu, que Beşiktaş à ce moment-là a commencé à avoir beaucoup d'opportunités. Et il dit que c'est vrai, sur la transition, on a été piqué, c'est d'ailleurs sur ça qu'on prend un but, et on a été moins en capacité de les déséquilibrer. Mais il précise quand même, et c'est un peu le sentiment qu'on a quand on regarde ce match avec, lucidité, c'est qu'on n'a pas fait le travail en première mi-temps. C'est un match dans lequel vous devez virer à la pause, je crois qu'on avait déjà 1,7 XG à la mi-temps, un truc comme ça, vous devez virer à la pause à 2-0 et aggraver le score dans la foulée. On n'a pas réussi à le faire. Donc voilà, si on avait fait notre boulot en première mi-temps, le scénario du match n'aurait pas du tout été le même. Alors lui aussi a été interrogé sur Taner Tessman et il explique quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on pouvait un peu se douter, mais qu'on ne savait pas. Il dit « Je l'ai reçu il y a 3 semaines pour lui exposer le processus de son intégration. C'est quelqu'un qui vient de Série B, donc d'un championnat a priori inférieur à la Ligue 1. Et donc, je lui ai expliqué que petit à petit, il rentrerait dans l'équipe, qu'il aurait du temps de jeu, qu'il aurait des titularisations. Et pour le coup, Pierre Sage a tenu parole. Il dit qu'il est satisfait de son match d'hier, mais que malgré tout, il attend évidemment de voir si ça se confirme. Pas s'enflammer. De toute façon, Pierre Sage, c'est pas quelqu'un qui s'enflamme ni dans le positif, ni dans le négatif. Il reste toujours très serein par rapport à la situation. Alors sur le profil du joueur, il considère qu'il amène de la stabilité au milieu de terrain
et ça c'est très important, c'est un joueur très positionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui effectivement ne va pas faire de différence balle au pied dans la projection. C'est ce que je disais hier avec Flavien quand on a débriefé le match. C'est vrai que j'ai pas critiqué Tessman. Certains m'ont dit « Tu es dur avec Tessman ». Je suis pas dur avec Tessman. Tessman, il a fait un bon match, il a des très bonnes stats, mais il manque de percussion, il manque de projection. Ça, ce sont des faits. Ce n'est pas le critiquer, c'est le profil du joueur. Il y a peut-être aussi un problème de confiance. C'est un match européen, un match pas si facile que ça, avec une équipe turque quand même assez coriace. Donc peut-être qu'il va se décomplexer, qu'il va peut-être apporter davantage dans la projection. Je ne sais pas, j'attends de voir. Mais dire qu'un joueur, si je vous dis que Matic, c'est pas un joueur qui se projette, c'est pas le critiquer, c'est juste son profil. À l'inverse, vous avez des gars comme Cacré, comme Diawara qui se projettent, mais Cacré, en ce moment, il a les pieds palmés, et Diawara, il joue pas. Donc voilà, c'est le profil des joueurs. Le constater, c'est pas les critiquer. Seulement, c'est au coach de trouver leur meilleure utilisation pour mettre en avant leurs qualités et masquer leurs défauts. Il a récupéré énormément de ballons, il a donné des bonnes passes, je crois 95% de passes réussies, enfin bon, pas que des passes en plus latérales ou vers l'arrière. Pierre Sage a dit aussi qu'il a du jeu long, ça on l'a vu, et il a une grosse frappe de balle. Et d'ailleurs, hier, il a tiré. Alors, il a tiré sur le gardien, mais il a tiré ce que ne fait pas Matic. Alors ensuite, il y a eu un moment quand même assez long sur Cacré. Et donc, Pierre Sage, d'une certaine manière, en faisant jouer Cacré, il prend un risque. Puisque beaucoup de gens considèrent que faire jouer Cacré, c'est perdre le match d'avance. Donc, Pierre Sage, chaque fois qu'il fait jouer Cacré et que Cacré est pas bon, c'est Pierre Sage qui, indirectement, est critiqué, puisqu'il fait jouer quelqu'un qui est négatif pour l'équipe. Mais Pierre Sage dit qu'il sera important pour le groupe à un moment donné et on attend ça avec impatience. Il dit on attend ça avec impatience, c'est-à-dire que Pierre Sage, il sait tout ce qu'il se dit évidemment autour de l'Olympique Lyonnais, que Cacré est pointé du doigt systématiquement et que malgré tout Pierre Sage le fait jouer. Donc évidemment, Pierre Sage, lui aussi, il aime pas trop être critiqué et c'est tout à fait compréhensible. Et donc il sait que chaque fois qu'il fait jouer Cacré, évidemment, on va dire mais pourquoi Sage le fait jouer? Cacré, il est nul, on nous fait perdre des matchs, on peut pas gagner avec lui. Alors je vais pas revenir sur ce qu'il a dit sur, on va dire, la mise au point de John Textor, vous le savez. Après le match contre le Beşiktaş, Textor est descendu dans les vestiaires et a passé une soufflante au coaching staff notamment. Alors j'ai vu que beaucoup, une très très grande majorité de supporters étaient d'accord avec cette démarche de Textor. Alors moi pas. Mais bon, je ne prends pas des positions en fonction du fait qu'elles soient populaires ou pas. Je dis ce que je pense. Après j'essaye d'argumenter ma pensée. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi je pense qu'il a tort. Parce que hier, le coaching staff, il a fait ce qu'il devait faire. Le 11, moi j'aurais mis Fofana, mais bon, le 11, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. On aurait pu dire, oui, Lacazette, il mérite d'être sur le banc. Sur le milieu de terrain, voilà, on a eu Tessman, Tolisso. Tolisso, c'est le meilleur joueur de l'OL depuis le début de la saison, peut-être avec Perry. Et Tessman, il fait un bon match. Donc là, je vois pas ce qu'on peut reprocher. Au niveau défensif, je pense qu'il a mis les 4 meilleurs défenseurs. Donc je ne vois pas ce qu'on peut reprocher au coaching staff. L'inefficacité devant le but, faudra m'expliquer comment Pierre Sage, qui en plus fait jouer le chouchou de Textor, Zaha qui n'arrive pas à marquer alors qu'il est tout seul à 5 mètres du but, il tire sur le défenseur. Je vois pas en quoi le coaching staff peut être tenu responsable de ça. Donc aller les défoncer après un match comme ça, franchement, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais je constate que beaucoup, mais je sais pas, 90% des commentaires que j'ai eus sur ma vidéo d'hier étaient positifs pour Textor. Non, alors qu'on fasse de l'autorité, ça, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, puisque je pense qu'on est dans un club où on manque d'autorité. Mais il faut pas confondre autorité et autoritarisme. Aller défoncer la tronche de Pierre Sage après un match comme ça, alors qu'on sort de 5 victoires, franchement, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais bon, là aussi, ce n'est que mon point de vue et je constate qu'il n'est pas du tout partagé. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est le débat. On peut être supporter de la même équipe et avoir des visions différentes. Alors, bonne question d'un journaliste qui dit « Est-ce que Ryan Cherki et Alexandre Lacazette ne surjouent pas
leur complicité en essayant de se trouver toujours l'un l'autre. Est-ce que ça ne se fait pas au détriment de leur connexion avec les autres joueurs? Parce que ça, quand même, c'est quelque chose que l'on constate. C'est-à-dire que vraiment, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Alors, évidemment, Pierre Sage, il va pas dire oui, c'est un problème, nanani, nanana. Il dit qu'on a un peu la même chose avec Benrahma et Miko Tadze, parce que c'est deux joueurs qui s'entendent très bien en dehors du terrain. Donc sur le terrain, ils se trouvent les yeux fermés. Et donc il a dit non, mais je constate quand même que Ryan, il a fait une passe dans la profondeur à Nuama, qu'il a fait une passe D à Benrahma qui amène le tir sur la barre, etc., etc. Donc il a un peu balayé ça d'un revers de la main. Il dit c'est normal qu'il y ait des réseaux préférentiels, comme c'est ses termes, vous vous doutez bien que c'est pas un de mes termes, mais il faut trouver un équilibre, et donc lui considère que, et ça c'est un point qui est très intéressant, parce que là encore je vais vous casser les pieds avec Cacré, puisque Pierre Sage il dit aux journalistes qui insistent sur la question, il dit est-ce que Cherki n'a pas forcé les passes vers Alex? Et donc Pierre Sage lui dit mais quand on ne veut regarder que ça, on ne voit que ça. Et je dis ça souvent. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas blairer Cacré, qui en ont plein les bottes du joueur, ils vont le regarder, focaliser, et dès qu'il va faire un truc pourri, eh ben ça y est, boum, on sort la Kalachnikov. Bon, c'est voilà. Donc Pierre Sage a fait cette analogie. En gros, si vous voulez voir que des passes de Cherki vers Lacazette, et ben à chaque fois qu'il y aura cette passe-là, j'ai bien raison, regardez, encore une fois, il fait la passe vers Lacazette alors qu'un autre était démarqué. Donc voilà, bon, là aussi, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, mais voilà, chacun a le droit d'avoir sa pensée, mais il ne faut pas non plus tomber dans une certaine démarche un peu obsessionnelle. Alors la JOCR, alors lui il considère que la JOCR a une situation où ils sont beaucoup mieux, qu'ils vont venir avec des ambitions, mais que malheureusement pour eux, dès lors on sort d'une défaite, on se doit de livrer un grand match. Donc là, on a vraiment senti beaucoup de détermination chez Pierre Sage. Les rotations, c'est-à-dire en gros quelle sera l'équipe qui va débuter, donc lui il considère que c'est l'état de forme qui va juger. Alors comme le prochain match qu'on aura, ce sera vendredi prochain, il considère que voilà, on va pas se focaliser sur le repos par rapport au match suivant, puisque finalement il arrive 5 jours après, on va vraiment faire jouer les joueurs qui sont en forme. On a terminé sur les problèmes dans le stade. Alors on n'a pas parlé des incidents après match de Beşiktaş, mais plutôt sur les mesures que le ministre veut prendre contre les discriminations, homophobie, racisme et compagnie. Donc, Pierre Sage a dit que, quelles que soient les sanctions, il fallait les appliquer. Il faut lutter contre les discriminations. En tant qu'éducateur, évidemment, on se doit de montrer l'exemple et les bons usages. Donc lui, s'il y a des sanctions, même assez rudes, eh bien, il les acceptera. Alors un petit mot sur la JA, on va regarder le classement. La JOCR donc qui est quand même 13e, ce qui est pas mal pour un promu. 3 victoires, en fait, ils appliquent une sorte de théorème très important, c'est qu'il vaut mieux gagner un match que de faire des matchs nuls, parce que avec la victoire à 3 points, évidemment, vous avancez beaucoup plus vite, et surtout gagner des matchs face à vos adversaires directs. Donc ils viennent de gagner Reims, ce qui est pas mal. Reims qui est 6e du championnat, et qui au moment où il les joue était 4e. Ils ont perdu à Saint-Etienne, donc ça évidemment c'était mauvais pour eux. Ils avaient battu Brest. Alors là, je peux vous dire que c'était quand même une sacrée surprise, 3-0. Avant cela, défaite à Montpellier, donc ça c'était négatif. Et Roust face à Monaco. Donc 13e, mais bon, on va dire à l'extérieur. D'ailleurs, je crois qu'on peut mettre le classement extérieur. Vous voyez que Auxerre c'est 16e, c'est 4 défaites. Donc 4 buts marqués, 11 encaissés, donc normalement ça devrait passer assez tranquille. Alors Auxerre c'est une équipe qui évolue souvent avec 3 défenseurs en 3-4-1-2 ou 3-4-2-1, ça dépend. Évidemment, on connaît bien Sinali Diomandé, qui a été transféré vers la JOCR et qui d'ailleurs fait plutôt un bon début de saison. Donc, évidemment, on va avoir une grande importance
dans le rendement de nos ailiers. Après, il n'est pas interdit de penser que la JOCR, craignant un Fofana, craignant un Benrahma, eh bien, aligne 4 défenseurs. Donc, je ne vais pas vraiment me baser là-dessus. Alors pour ce qui nous concerne, je vais proposer une compo d'équipe. Donc je propose un 4-3-3 avec 2 numéros 8 et une sentinelle. Quelques rotations quand même, parce qu'on a quand même des trentenaires et puis on a des joueurs quand même qu'il faut peut-être un petit peu bousculer. Hein. Alors bon, vous allez voir qu'il y en a un, je suis pas certain que ça se fasse, mais enfin bon bref. Lucas Perry dans les buts, Abner, Niakate, Kaletachar et Maitland Niles. On peut évidemment penser que ça peut être Mata. On peut penser qu'à la place d'Abner, on peut avoir Tagliafico. Tout est envisageable. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp entre Maitland Niles et Mata et entre Abner et Tagliafico. Donc tout est possible. Matic, parce qu'il va quand même bien falloir le remettre dans le bain. Donc face à la JOCR, on va dire, ça me paraît pas fou de le lancer ou de le relancer. Tolisso, alors est-ce que Tolisso peut enchaîner 3 matchs titulaires de suite? C'est pas évident, donc faut voir un petit peu comment physiquement il se sentira. Verretou, c'est quasiment certain, vu qu'il n'a pas du tout joué le dernier match. Je pense que Malik Fofana sera titulaire, il faut vraiment y aller dans ce match. Benrahma à droite, qui je trouve est intéressant parce qu'il peut se centrer. Et en numéro 9, alors très sincèrement, je miserai pas ma chemise que Alexandre Lacazette ne sera pas titulaire, loin de là. Mais moi, je pense quand même qu'il faut un petit peu le challenger, l'ami Lacazette, et pourquoi pas tenter Miko Tadze. J'avais déjà préconisé cela face au Beşiktaş, ça n'a pas été le cas. Je ne suis pas certain que ce soit le cas demain, mais en tout cas bon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve donc demain pour le commentaire live. N'hésitez pas à venir nombreux. Si vous avez apprécié la vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne rien manquer. Et je vous dis à demain. Au revoir.